simplement, rapidement en introduction, je voulais rappeler que cette approche-là, c'est en quelque sorte un pas de côté par rapport à mes travaux précédents sur la noblesse et sur un travail que j'avais fait sur les traités nobiliaires et les généalogies provençales autour justement de ces définitions de la noblesse. Donc une approche qui est fondée sur un corpus provincial, à la différence de Camille qui lui a choisi une dimension très comparatiste à l'échelle internationale. Donc c'est en quelque sorte une autre focale qui est proposée là, mais qui évidemment est complètement articulée à cette question des grands traités nobiliaires, puisque l'intérêt de se pencher sur un cas provincial, c'est de voir un petit peu comment ces idées peuvent circuler et infuser de manière spécifique dans un contexte social et politique particulier. Et en travaillant donc sur ces différents traités et textes généalogiques, je me suis trouvée face à un texte sur lequel je vais revenir plus en détail justement dans cette présentation, qui évoquait particulièrement la question de la place des familles judéo-converses dans la noblesse provençale. Et ce texte m'apparaissait comme, disons, quelque chose d'un peu exceptionnel, dans le sens où cette question est rarement abordée par les traités nobiliaires, et notamment en France. Alors évidemment, c'est une question qui est beaucoup plus centrale pour l'Espagne, mais voilà, c'était une curiosité. Donc j'ai voulu un petit peu approfondir cette question-là, essayer de comprendre d'où venait ce traité, comment on pouvait expliquer cette spécificité du corpus provençal. Alors d'abord, un petit rappel de la situation particulière des familles judéo-converses en Provence. La principale différence par rapport à la France, c'est que les édits d'expulsion des Juifs sont beaucoup plus précoces pour le Royaume de France, puisque l'expulsion dite définitive des Juifs de France date de 1394, sous le règne de Charles VI. Pendant ce temps, donc, la Provence était devenue un des asiles privilégiés des communautés juives qui étaient expulsées un petit peu partout en Europe. Et donc beaucoup de communautés juives se sont réfugiées en Provence, qui pratiquaient une certaine tolérance à l'égard de ces communautés qui étaient protégées par les comtes de Provence. Mais à la suite du rattachement de la Provence au Royaume de France, donc entre 1481 et 1486, on a un contexte à la fois local et international qui conduit aux grandes expulsions de Provence qui frappent donc les communautés juives en 1498 et encore plus fortement en 1501. Donc là, on est vraiment dans cet élan d'expulsion de la toute fin du Moyen-Âge qui s'applique en Provence. Et donc ce que l'on sait, et notamment grâce aux travaux de Daniel Liancourt sur les communautés juives de Provence, c'est qu'on a un mouvement de conversion dès les années 1460, assez important, et jusque dans les années 1530, c'est-à-dire autour justement de ces édits d'expulsion. Alors, ce qui apparaît, c'est qu'on trouve en Provence, certainement comme dans d'autres aires géographiques, une hostilité latente à l'égard des convertis. Donc on a des affaires qui voient apparaître des affaires d'insultes, par exemple, de disputes, où les néophytes sont souvent qualifiés de retaillés ou retaillons, qui est la forme provençale, donc qui fait référence évidemment à la circoncision, et qui renvoie justement à cette identité de convertis du judaïsme. Alors une affaire qui est souvent reprise justement dans les textes sur l'hostilité anti-judaïque en Provence, c'est l'affaire Malherbe.
Donc, François Malherbe, c'est un poète français très connu, qui a des liens avec la Provence, puisqu'il a épousé la fille d'un président à Mortier au Parlement de Provence, Madeleine de Coriolis. Et son fils, le seul fils qui lui restait, est tué en 1627 lors d'un duel ou d'une rixe. On ne sait pas trop exactement comment ça s'est passé, mais François de Malherbe déplore la mort de son fils, tué par Paul de Forcia de Pile, et son beau-frère, Gaspard de Covey de Marignane, qui sont deux nobles provençaux. Et l'assassinat ou le duel a eu lieu à Aix, donc en Provence. Et donc là, vous voyez le poème qu'il écrit à propos de cette malheureuse affaire, qui se termine par... alors, parce que je ne vois pas bien avec le... Donc, il évoque ces deux marauds, la surprise infidèle, et surtout à la fin du texte, son fils de ses bourreaux qui tombent crucifiés. C'est l'idée que justement ces personnages qui ont assassiné son fils sont des descendants de juifs convertis. Donc ce sont des juifs en fait. Ce qui explique leurs gestes et ce qui ajoute encore à l'ignominie de leurs gestes. Donc on voit là, c'est un exemple qui est souvent utilisé pour montrer la persistance de cette hostilité anti-judaïque. Et la particularité ici, c'est que ça s'applique à des membres de la noblesse provençale et à des membres éminents de la noblesse provençale. On retrouve également alors un document qui est important parce que, je vais y revenir, c'est un document qui fait partie en fait d'une sorte de corpus qui est mis en place autour de cette question de l'appartenance d'une partie de la noblesse provençale au groupe des néophytes. Donc là, on a un texte qui est un texte de remontrance qui date de 1611, que j'ai retrouvé à la BNF. Donc il existe bien, et je le précise parce que par la suite, on va voir qu'il y a d'autres textes qui sont beaucoup plus problématiques, et qui raconte, enfin en tout cas qui se plaint au roi donc des désordres qui sont dans la cour de Parlement de Provence à cause des grandes parentés et alliances des néophytes. Donc là, on a un texte de dénonciation à la fois de la présence des néophytes au Parlement de Provence et de tous les dégâts qu'ils y produisent. Avec une histoire qui est racontée pour expliquer cette emprise des néophytes sur le Parlement, qui est une histoire de conversion et qui renvoie à une pratique habituelle, hein, qui est que les néophytes étaient baptisés sous le patronage d'un chrétien qui devenait leur parrain, et souvent dont ils prenaient le nom. Et il se trouve que, effectivement, les travaux de Daniel Liancourt l'ont montré, hein, de nombreux juifs, et notamment disons, les plus importants, les plus notables de ces juifs, étaient souvent parrainés par des membres de la noblesse, voire de la haute noblesse provençale, puisque c'était une manière justement de publiciser ces conversions et d'entraîner un maximum de conversions. Et là, on a l'histoire donc de 3 frères qui ont été baptisés et qui ont pris des noms chrétiens, dont les noms sont donnés, donc c'est les Aymar, les Étienne et les Thomasin, et qui sont effectivement des membres du Parlement, des familles très bien implantées au Parlement, et implantées, j'ajouterais, de manière assez récente. C'est-à-dire qu'ils arrivent au Parlement à l'occasion pendant la période des guerres de religion, donc à la fin du XVIe siècle, et ils commencent à cumuler un certain nombre de charges, à transmettre leurs charges à leurs enfants, à s'allier entre eux, qui est aussi un phénomène qui a bien été analysé par Daniel Liancourt, donc de proximité entre ces familles néophytes qui effectivement continuent de s'allier entre eux. Alors d'abord parce qu'il y a des liens qui existent, et puis certainement aussi parce qu'il y avait peut-être une réticence des familles, alors vieilles chrétiennes, même si ça ne s'utilise pas tellement en Provence, à s'allier avec ces familles-là. Et donc, le texte dénonce les désordres causés par la présence de ces familles, des alliances et des collusions. Ils composent la moitié du Parlement, donc ça devient un problème, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'envahir en quelque sorte le Parlement. Ils ne respectent pas les interdits de parenté.
Ils utilisent leur charge pour s'enrichir et vexer les chrétiens. Donc c'est très grave d'avoir des néophytes au Parlement parce qu'ils ont la main sur la justice. Et puis, surtout, ces néophytes sont de faux convertis. Et là, on retrouve un certain nombre de thèmes qui sont empruntés à l'antijudaïsme qui apparaît à partir du XIIIe siècle, avec cette idée d'inversion, les signes de la malédiction de Dieu. Les uns pissent le sang le jour du grand vendredi, les autres, qui sont descendants de ceux qui avaient craché contre notre Seigneur, quand ils crachent, le crachat retombe sur eux. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve à partir du XIIIe siècle par rapport à cette idée d'inversion finalement qui dénonce les Juifs. Alors les remèdes qui sont préconisés, c'est l'exclusion des charges et c'est le rétablissement de l'impôt de 1512 sur les néophytes. Tout cela évidemment étant justifié par le fait de remplir les caisses du Trésor royal et de débarrasser la Provence de ce fléau. Alors j'avance un peu pour en arriver au cœur de l'interrogation, de la discussion d'aujourd'hui. Donc c'est le nobiliaire de Barcillon de Mauvant, une compilation de l'antijudaïsme provençal à l'usage de la noblesse. Donc c'est un petit peu la manière dont je voudrais reprendre ce document que j'avais utilisé par ailleurs pour y illustrer justement, on parlait ces différentes tendances dans l'analyse de la noblesse, donc plutôt une approche de la noblesse qu'on pourrait qualifier en quelque sorte de réactionnaire, avec cette idée que la noblesse, c'est une noblesse qui est autodéfinie, pour laquelle la question justement de la race, de l'hérédité, doit prévaloir sur l'anoblissement par service du roi. Donc vraiment, c'est complètement dans cette conception très réactionnaire de la noblesse. Mais là, je l'aborde d'une autre manière pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce que c'est que ce texte, que je n'avais pas forcément prêté attention à, enfin si, cette spécificité m'avait frappée, mais j'avais un peu du mal à la comprendre. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce texte, qu'est-ce que c'est que ce texte. Alors d'abord, premier point, on en a parlé tout à l'heure avec Camille, c'est un texte qui est manuscrit. Et ça, c'est un élément fondamental. C'est un texte qui est manuscrit et qui en plus circule en de très nombreux exemplaires, mais qui sont souvent différents. C'est-à-dire qu'on a des exemplaires qui vont faire 160 pages, d'autres qui vont faire jusqu'à 900 folios. Donc il y a des variations de volume et il y a énormément de variations aussi de graphie. J'en ai repéré pour l'instant 4, mais il y en a en fait sans doute beaucoup plus. Donc très clairement, c'est un manuscrit qui a été copié par des personnes différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas le travail d'un copiste qui a recopié à l'identique un manuscrit et qui l'a fait circuler, c'est plutôt l'idée d'un manuscrit qui a circulé, qui a été recopié et conservé dans les archives personnelles d'un certain nombre de familles, notamment provençales. Le deuxième point, c'est que c'est un nobiliaire qui se conçoit comme une critique d'un nobiliaire précédent, publié en 1693 par l'abbé Robert de Briançon, donc qui était une description de la noblesse de Provence. Et le troisième élément, c'est justement cet intérêt particulier pour la question des néophytes, des juifs, qui est très développé dans cet ouvrage. Alors, dans le texte de présentation du nobiliaire, mais surtout dans des annexes, un certain nombre de documents qui sont annexés au texte et qui renvoient à cette histoire des Juifs de Provence et qui donnent un certain nombre de documents donc là, sur la présence de ces néophytes au sein de la noblesse. Alors d'abord, il y a des doutes sur l'auteur du nobiliaire. Ça, c'est un premier point. Il est traditionnellement attribué à Joseph Scipion Barcillon de Mauvant, donc qui serait avocat à Aix, et surtout qui est issu d'une maison chevaleresque, qui est la maison des Barcillon, branche des seigneurs de Mauvant. Il y a des doutes sur le fait que ce manuscrit soit bien écrit par Joseph Scipion de Barcillon de Mauvant, et notamment le baron du Roure
donc met en doute cette paternité, on y reviendra. Alors, maintenant on passe aux documents qui sont contenus dans cette compilation. D'abord, on a une lettre de Visius, prince des Juifs de Constantinople, qui est simplement recopiée, mais sans véritablement d'explication. Elle est donnée. Ensuite, on a la remontrance de 1611, que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est également recopiée, et là j'ai pu vérifier, donc le texte est conforme. On a une liste des néophytes de l'ordre de Malte, qui daterait de 1639, un document qui a disparu des archives, c'est-à-dire que les érudits qui ont essayé de retrouver ce document par la suite n'ont jamais retrouvé d'original, donc on n'a pas d'original de cette liste. Et puis on a la fameuse liste de 1512, là encore, un document qui ne peut pas être retrouvé dans les archives officielles. Et enfin, on a une liste des néophytes depuis 1518, dont l'auteur dit que c'est lui-même qui l'a produite à partir des notaires d'Aix. Alors la lettre de Visius, donc là, c'est un document qui circule apparemment, que l'on retrouve par exemple dans la Royale Couronne des Rois d'Arles, qui est un texte de 1641, et dont le texte est exactement conforme à celui qui est reproduit dans le manuscrit de Barcillon de Mauvent, enfin, soi-disant de Barcillon de Mauvent. La seule différence étant que pour l'abbé de Bouy, qu'il a reproduit en 1641, il change, il dit que ce sont les Juifs d'Arles qui avaient écrit aux Juifs de Constantinople, alors que l'auteur de la critique, lui, dit que ce sont bien les Juifs d'Espagne qui en ont appelé aux Juifs de Constantinople. Alors, ce texte, on pourra en discuter, mais apparemment, il serait issu du corpus anti-judaïque hébraïque, et notamment, il serait issu du livre vert d'Aragon, qui circule à partir du début du XVIe siècle, et qui a un objectif très proche de la critique justement de Barcillon de Mauvent, donc qui est de dénoncer, de repérer en tout cas les lignages d'origine hébraïque, et donc qui renvoie vraiment à une logique très proche. Et puis on peut également remarquer que cette collusion entre les Juifs de Provence et les Juifs de Constantinople est évoquée par la remontrance de 1611, donc avec ce passage, suivant les conseils des synagogues, voilà, qui renvoie aussi à cette idée-là. Donc là, on voit bien qu'il y a ce texte, cette idée, cette histoire qui semble circuler de manière assez permanente en Provence et qui est reprise au XVIIIe siècle, donc dans ce mobilier. Alors ici, donc la présentation de la raison pour laquelle il faut identifier ces familles, d'abord avec une histoire des Juifs en Provence et de tous les mots qu'ils ont pu apporter, et puis l'idée justement que ces listes sont très importantes parce qu'elles permettent d'éviter ces familles pour ne pas faire de mauvaises alliances et se retrouver ensuite, alors en quelque sorte contaminés, et surtout, par exemple, empêchés d'entrer dans l'ordre de Malte, qui est quand même un élément important. Il y a aussi tout un discours sur le fait que justement, c'est un problème spécifiquement provençal. Parce que contrairement à la France qui a expulsé les Juifs beaucoup plus tôt, la Provence, comme l'expulsion a été tardive, a beaucoup plus de difficultés à justement se débarrasser, entre guillemets, de ces Juifs, et avec l'idée aussi que, comme ils ont été convertis récemment, le soupçon de maranisme est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils ne sont pas vraiment convertis, et j'y reviendrai, mais il faudrait attendre plus longtemps pour être sûr qu'ils soient bien convertis, que ce sont vraiment de bons chrétiens. Donc on a cette fameuse ordonnance de Malte. Alors là encore, c'est une liste qui est censée avoir été reprise de la liste de 1512, envoyée à Malte et enregistrée par la langue de Provence en 1639.
Et donc, ce serait une liste de ces néophytes convertis au début du XVIe siècle, et pour éviter que ces familles ne puissent entrer dans l'ordre de Malte. Sauf qu'on ne trouve pas ce texte dans les archives de l'ordre de Malte. Alors, la fameuse liste de 1512, donc on a la copie de cette liste qui est présentée comme une liste en fait de taxes sur les néophytes, qui rappelle la taxe sur les juifs qui existait à la fin du Moyen-Âge, avec une imposition de 6 000 livres ou 6 000 écus, selon les versions, faite par Louis XII, et qui permet donc d'identifier les néophytes de Provence, avec un système d'imposition qui est effectivement le même que celui de la taxe sur les juifs, donc 12 néophytes qui imposent les autres néophytes dans les différentes villes où on a des communautés qui sont identifiées, et 4 néophytes qui sont désignés pour imposer les 12. Donc ça, c'est le système. Et pour compléter cette liste, on a la liste constituée par l'auteur, en tout cas d'après ce qu'il dit, des juifs baptisés depuis 1518. Donc, après ses recherches dans les archives notariales. Alors, la question d'abord de la noblesse de ces familles. Est-ce que ces familles doivent être complètement exclues de la noblesse? Est-ce que c'est vraiment impossible de devenir noble quand on est d'origine juive ou pas? Alors déjà, il y a quand même une nuance qui est apportée, on en a déjà parlé auparavant, hein, cette idée que les familles judaïques ne sont jamais nobles, sauf pour celles qui sont issues de la tribu de Juda et de Lévi. Alors il y a un autre problème qui est la question de la publication de ce texte. C'est-à-dire que si ce texte est resté manuscrit, on comprend bien qu'il était difficilement publiable. Parce que là, il y a des accusations avec des noms, des familles qui sont désignées comme étant d'origine hébraïque, et des familles puissantes, des familles qui sont au Parlement, qui sont à l'ordre de Malte, certaines. Enfin, vraiment, il y a un potentiel de nuisance qui est considérable. Et un potentiel aussi de représailles pour l'auteur. Donc on comprend qu'il ait voulu rester anonyme. Alors l'hypothèse qui est avancée par le baron Durour et que j'aurais tendance à fortement soutenir, c'est qu'en réalité, ce texte manuscrit serait le résultat du travail de Balthazar de Maigné, qui publie en 1719 un autre nobiliaire qui se présente de manière assez différente du manuscrit, dont le contenu est en partie différent, qui est une histoire de la principale noblesse de Provence, qui lui-même est un noble, on va dire, dont la noblesse a été contestée, donc quelqu'un qui est dans une position un petit peu difficile, apparemment en recherche de patronage, et qui essaie de pousser à la fois sa carrière et la carrière de son fils, avec grande difficulté. Et là, je vais un peu accélérer. Voilà. Alors, qui recherche le patronage de Pontchartrain pour un nobiliaire. Et on voit là qu'il lui demande qu'il lui précise qu'il veut garder le secret, parce que justement, il dénonce les usurpations, la fausse noblesse d'un certain nombre de familles de la noblesse provençale, et donc il ne tient pas à subir les représailles. Mais on ne sait pas de quel texte il parle, en fait. Et peu de temps après, effectivement, il publie son nobiliaire, mais on pourrait imaginer que finalement, le manuscrit était en fait la version préparatoire de son nobiliaire, et qu'il a ensuite adapté à cette possibilité de publication en le rendant moins offensif à l'égard des familles d'origine hébraïque. Donc là, bon, c'est sur justement sa recherche de patronage et le fait qu'il demande une charge de juge d'armes, et pour son fils, un poste dans la marine. Le refus cinglant de Pontchartrain, sur les conseils d'Hozier, qui le renvoie en disant que vraiment cet ouvrage n'est pas de son goût et qu'il ne veut absolument pas qu'on associe son nom à un tel ouvrage. Puisque donc il est... enfin voilà, je vais aller vite. Alors, un autre élément qui renvoie à cette possibilité de production du manuscrit, une histoire rocambolesque qui est
exprimé dans la préface de la version publiée, où il explique que son travail préparatoire lui avait été volé et qu'il a été changé en une dure critique, et que donc il s'est senti obligé de publier son travail, qui est une manière aussi de faire une publicité pour le fameux manuscrit, c'est-à-dire, voilà, ça circule, si vous voulez le voir, il existe. Et donc, je rappelle cette demande d'anonymat dans sa lettre à Pontchartrain. Alors, pour le texte publié, justement, qu'est-ce qui fait que, voilà, il y a des liens et on peut comprendre en fait cette logique. Il y a dans ce texte, à nouveau, une dissertation sur les familles de la race hébraïque chrétienne depuis plusieurs générations. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on trouve rarement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a une sorte de réhabilitation du peuple juif, de dénonciation, par exemple, des raisons qui poussent l'ordre de Malte à ne pas accepter les juifs, et notamment une histoire qui est que c'est à cause de la trahison d'un juif qu'ils ont perdu l'île de Rhodes, et que ce sera à cause de ça qu'ils ne veulent plus de juifs dans l'ordre de Malte, ce qui est quand même une interprétation particulière, hein, mais pas du tout religieuse. Donc il démonte un petit peu cette argumentation, mais il insiste sur un point particulier qui est le fait de demander aux descendants de juifs des preuves, enfin plutôt de demander que la conversion soit au moins de 7 générations. Et ça, c'est aussi une manière, disons, en douceur, d'exclure ces familles, puisque pour la plupart, dans la plupart des cas, on demande 3, 4 degrés de noblesse, donc là, pousser à 7 générations, justement pour dissiper cette macule religieuse qui serait plus tenace que la roture dans son interprétation. Ils n'en veulent pas. Alors juste pour finir, il cite quelques familles d'origine hébraïque dans son nobiliaire publié, en précisant à chaque fois qu'elles sont issues de la tribu de Lévi. Donc voilà, il reprend justement ce principe-là. Ce sont des notices qui sont très élogieuses, mais qui me signalent quand même cette origine hébraïque. Voilà, donc là, ce sont les exemples. Alors, quelques éléments de conclusion. Pourquoi les années 1719? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ce texte sort à ce moment-là? Certainement des raisons personnelles. À ce moment-là, Balthazar de Maigny a 80 ans. Donc, il se dit que s'il ne publie pas son texte là, ça va être compliqué de le publier ensuite. C'est un peu la fin de sa vie. Il veut aussi pousser la carrière de son fils. On est dans un contexte qui est aussi favorable dans le sens où la querelle janséniste au Parlement reprend, et on voit bien que très clairement, il prend le parti de certaines familles du Parlement contre d'autres. Donc là, ça peut jouer avec justement ce contexte parlementaire. Et puis, on est aussi dans la période de la banqueroute de Las et des émeutes anti-juives qui éclatent à Paris, hein, justement, sur la thématique de la banque juive qui sera à l'origine de la déroute de Las. Bon, ensuite, voilà. Après, c'est une histoire qui rebondit. Alors, je vais finir vraiment là, cette fois-ci, j'irai un peu vite là-dessus, sur l'édit de 1778. Donc, on voit bien qu'il y a cette persistance de la circulation du manuscrit tout au long du XVIIIe siècle, au point de conduire à un édit en 1778 pris par le roi pour interdire l'utilisation de ces listes, la circulation de ces listes, qu'il ne soit fait aucune distinction entre les familles nobles de notre pays de Provence sous prétexte de descendance ou d'alliance avec les Juifs. Donc là, on voit bien la monarchie qui réaffirme son refus de se référer à la pureté religieuse en termes de définition de la noblesse. Et qui évoque la prétendue liste qui est déclarée nulle et non avenue. Donc avec l'idée qu'en fait cette liste est un faux. D'ailleurs, il y a une erreur entre guillemets de date. Elle est datée de 1510 dans l'édit, alors que dans tous les autres textes on parle de 1512. Et le pouvoir royal dit cette liste n'est pas dans les archives, elle n'existe pas, il faut arrêter de l'utiliser et de la citer. Voilà, donc je vous soumets ce dossier, et puis j'espère qu'on pourra échanger là-dessus, et je vous remercie pour votre attention.